Je vais rester encore un peu dans cette partie introductive avant de passer au deuxième thème qui consiste à se poser la question si, lorsqu'on fait de la catalyse moléculaire, on n'est pas confronté à de la catalyse solide. Je reviendrai là-dessus plus en détail tout à l'heure. J'en profite parce qu'ici, il y avait donc à nouveau, je le répète, il y a ce colloque au milieu du cours, mais qui est en lien, vous l'imaginez, avec le cours. Et donc vous êtes évidemment tous invités à y participer. Je n'ai pas mis l'ensemble des intervenants, mais disons que là, vous aurez l'opportunité de rencontrer peut-être l'ensemble de la communauté française qui travaille dans ce domaine, et en particulier parce qu'elle est rassemblée au sein de ce GDR. GDR, c'est une structure qui s'appelle Groupement de recherche du CNRS, qui rassemble, qui finance un peu, notamment pour que les gens puissent se rencontrer, qui rassemble voilà, la communauté française dans ce domaine des carburants solaires. Et j'ai indiqué ici exclusivement les conférenciers pléniers qui viennent d'Europe, Angleterre, Espagne, Suisse, Allemagne, qui sont des grands noms du domaine, et donc n'hésitez pas à participer à ce colloque. Oui, donc, comme je l'ai dit tout au long de ce parcours, je vais parler comme je l'ai dit, de catalyseurs solides. Donc sur les questions de l'activation des petites molécules que j'ai définies la dernière fois, mais chaque fois avec le souci de voir comment la chimie moléculaire est intégrée dans cette mise en œuvre, dans ce développement, dans la caractérisation de tous ces catalyseurs hétérogènes. Donc ce sont des catalyseurs hétérogènes un peu particuliers, puisqu'ils sont en lien avec des aspects moléculaires pour l'essentiel. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais finir cette partie introductive où j'ai, dans un premier temps, montré en quoi, notamment, à l'origine de la vie, c'était mon propos la dernière fois, probablement beaucoup de réactions ont lieu à la surface de catalyseurs solides, et les catalyseurs moléculaires que sont les enzymes sont arrivés bien après, et que, en effet, la synthèse, la production des molécules essentielles de la vie prébiotique ont été élaborées, synthétisées sur des catalyseurs solides à partir justement des seules molécules qui étaient disponibles comme source d'atomes, l'eau, l'azote, le CO2, etc. Bon. J'avais mentionné que pour un chimiste moléculaire comme moi, une des difficultés lorsque j'aborde la question de la chimie du solide, c'est en particulier le fait que, alors que d'un côté, avec une molécule, on a très rapidement, bon, ça peut être parfois difficile, mais très rapidement des informations structurales extrêmement précises à l'échelle de l'atome, grâce en particulier à toutes les techniques de type cristallographie de petites molécules ou résonance magnétique nucléaire. On a des informations très précises pour l'atome, pour le solide. C'est un peu plus difficile. Néanmoins, ce que l'on peut constater, y compris pour un chimiste moléculaire, c'est que les techniques sont devenues tellement puissantes, les techniques spectroscopiques, les techniques microscopiques, qu'on peut, comme vous allez le voir, avoir des informations, y compris à l'échelle atomique. Et donc, y compris dans ce domaine, et à l'échelle atomique, et en même temps, on peut manipuler, de la même façon qu'on manipule un ligand organique pour changer les propriétés électroniques, je constate qu'on peut aussi manipuler un certain nombre de propriétés d'un solide pour toucher de façon assez profonde à ces propriétés
de réactivité à ses propriétés catalytiques. Mais si vous voulez, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais donc terminer sur cette partie introductive, ce qui fait que je ne suis pas tout à fait le rythme que j'ai indiqué, hein, mais ce n'est pas grave. Il y a deux aspects. Il y a d'une part donc, les aspects caractérisation. Donc, je vais balayer, mais très rapidement, ce n'est pas un cours sur les techniques d'analyse, c'est juste les balayer très vite et pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a fait la synthèse d'un matériau solide qui est destiné à faire de la catalyse, il y a une étape de caractérisation qui est, alors ici dans ce schéma-là, la caractérisation est faite avant le test, mais c'est souvent pas le cas. C'est-à-dire qu'on teste les matériaux, s'ils ne sont pas bons, on ne passe pas du temps à les caractériser. Mais enfin, disons que... Donc, la caractérisation. Et puis, il y a une autre chose qui est très, très importante, c'est que la théorie est aussi extrêmement puissante. Les calculs théoriques sont extrêmement puissants, y compris sur les solides. Et je vous montrerai comment, en effet, on peut comprendre, prévoir la réactivité de solides par des approches théoriques. Alors, juste très rapidement, donc il y a des techniques microscopiques qui sont disponibles maintenant dans tous les centres de recherche, évidemment. Microscopique électronique à balayage, ce qui permet, donc MEB ou SEM, ce qui permet, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir des informations sur la morphologie de la surface. Si vous voyez un matériau dans lequel vous pouvez, avec une certaine résolution, voir des trous, des pores, vous pouvez voir la nature de la surface du solide. Si vous zoomez, vous voyez ici ces dendrites. Vous avez la microscopie électronique, alors c'est du cuivre, hein, ce sont des images qui viennent du laboratoire. Vous avez de la microscopie électronique à transmission qui permet d'avoir une information un peu plus interne de la structure. Ici, c'est le même matériau où vous pouvez voir donc, par cette deuxième technique un cœur ici, et ici enfin de cuivre, et ici des nanoparticules, une couche de nanoparticules. Alors, ça c'est de la microscopie de transmission à balayage en champ sombre. Je ne vais pas ici évidemment décrire la technique, mais c'est simplement pour vous dire qu'il existe aussi des techniques microscopiques qui, par exemple, mettent très clairement en évidence, vous voyez ces points ici, qui sont clairs parce que justement c'est une microscopie en champ sombre. Ce sont des atomes de cobalt qui sont insérés dans du graphène. Et donc vous voyez qu'on a une information extrêmement précise donc véritablement à l'échelle atomique. Le reste, c'est du carbone ou de l'azote, puisque, comme vous le voyez, c'est du graphène dopé à l'azote. Ce sont des matériaux carbonés qui sont assez classiques aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, on a la possibilité d'identifier des atomes métalliques. Donc on est vraiment à une échelle extrêmement fine. Ensuite, on peut avoir des informations sur la composition élémentaire du matériau avec la technique de spectrométrie à rayons X à dispersion d'énergie. Bon, là, vous voyez, à nouveau, c'est le même matériau de tout à l'heure à base de cuivre et d'oxyde de cuivre. Et ici, voilà un spectre qui nous donne des informations sur la nature des éléments qui sont dans le matériau. Ensuite, il y a de la spectrométrie photoélectronique rayons X. Et là, on a des informations on peut avoir des informations donc sur l'état d'oxydation du métal. Du métal et pas simplement du métal, des atomes en général, puisqu'ici, vous voyez par exemple dans ce spectre, vous avez une information à la fois sur l'atome de cuivre et sur l'atome d'oxygène. Et un certain nombre de pics ici sont interprétés comme étant caractéristiques d'un oxyde de cuivre donc 2+, donc on a l'état d'oxydation du cuivre,
et on a aussi une information sur l'état d'oxydation de l'oxygène, oxygène de moins. Donc on a ici une information également assez précise sur cet état d'oxydation. Évidemment, on peut soumettre ces matériaux à des rayons X, et c'est la diffraction des rayons X, et là on a aussi des informations sur, donc toujours le même matériau, on a des informations sur la cristallinité du matériau, sur la fraction cristalline versus fraction amorphe. Et puis, donc, comme vous le voyez ici, ce sont les indices de Miller, ce sont des informations sur les phases, les orientations, les plans cristallographiques qui sont visibles par cette technique. Donc, on a vraiment tout un tas d'informations extrêmement riches. Ça, c'est un autre matériau, mais il y a d'autres spectroscopies qui donnent des informations. Il y a la spectroscopie Mossbauer. C'est une spectroscopie nucléaire. Là, on a aussi des informations sur l'état d'oxydation du métal et sur disons la géométrie, en effet, autour la géométrie locale autour du métal. Ici, vous voyez, c'est un matériau vous voyez, qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui est aussi issu du laboratoire, dans lequel vous avez un mélange d'espèces sur un matériau carboné où vous avez des particules de fer ou bien des atomes de fer isolés, et tout ça se voit relativement bien sur un spectre Mossbauer. Alors, la spectroscopie Mossbauer est très spécifique du fer, pour des raisons de sources de rayonnement mais je ne rentre pas dans le détail. Et comme vous le voyez ici, donc le spectre est assez complexe, mais il y a des signaux très, très caractéristiques des nanoparticules. Ce sont ces pics-là, et puis des signaux qui sont très spécifiques des sites isolés, notamment dans cet environnement avec 4 atomes d'azote. Ce sont en particulier ces doublés D1 et D2. Voilà. Donc on peut avoir vraiment des informations extrêmement précises, différencier les différentes espèces. Voilà. Et enfin, on n'a pas de structure aux rayons X au sens où les chimistes moléculaires ont des structures, ou les cristallographes de protéines, mais on peut avoir aussi des informations de distance, notamment avec cette technique d'EXAFS, où on peut avoir une information sur les distances sur la sphère de coordination du métal, sur les distances entre le fer et peut-être certains atomes légers, et y compris leur nombre, et donc avec une information sur les longueurs de liaison. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, où on a des informations sur la liaison fer-fer, qui est caractéristique de ce qu'on voit dans des nanoparticules de fer, et par contre, vous voyez dans le matériau ici bleu, eh bien, le spectre n'indique pas de distance fer-fer, ce qui permet effectivement de confirmer qu'on a aussi des atomes isolés de fer là-dedans. Bon, vous voyez qu'en fait c'est très riche, et à nouveau, enfin, au cours de ces dernières années, enfin maintenant ça commence à faire un peu de temps, mais disons qu'il faut que les chimistes moléculaires comprennent bien ce message, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller se confronter à cette chimie du solide, parce qu'on peut avoir des informations extrêmement puissantes sur la structure des matériaux sur lesquels on travaille. Le deuxième aspect, c'est que les outils, les approches computationnelles pour comprendre la réactivité des catalyseurs, on sait à quel point c'est puissant dans le cas des molécules organiques et des complexes organométalliques, des complexes de coordination, mais il faut savoir que les progrès fantastiques de ces calculs, notamment les calculs DFT, pour Density Functional Theory, ces calculs DFT sont devenus extrêmement puissants pour interpréter la réactivité de systèmes solides. Donc disons que
pour étudier donc des systèmes complexes. Et je vais essayer de vous montrer, notamment avec des approches extrêmement simples, comment on peut comprendre des comportements catalytiques de certains systèmes. Alors en fait, ces calculs DFT permettent d'avoir des tas d'informations. Et en particulier, ce qui est très très important, vous allez le voir, c'est d'essayer d'avoir une idée de l'énergie d'interaction entre une surface où se passe la réaction et des atomes, des molécules, des intermédiaires réactionnels. Ces calculs-là, évidemment, puisqu'on veut à la fois avoir des informations cinétiques et thermodynamiques, doivent nous donner des résultats sur les barrières énergétiques d'activation des réactions, sur donc les cinétiques des réactions, sur les énergies des réactions, et tout ça est en effet possible grâce à ces calculs. Et il y a tout un tas de... Enfin, ça date de maintenant pas mal de temps, disons facilement une vingtaine d'années, que ces approches-là ont été confrontées à l'expérience, et évidemment, on a pu montrer qu'il y avait aujourd'hui, avec ces outils-là, un très bon accord entre la théorie et l'expérience. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec ces calculs, on peut, au fond, prévoir pour telle réaction quel est le catalyseur le plus approprié, et donc est-ce qu'on peut faire une prédiction théorique pour se lancer dans telle ou telle voie simplement en faisant ces calculs. Et vous allez voir que peut-être en enjolivant un petit peu l'histoire, en effet, il y a des histoires de la catalyse solide qui illustrent finalement le fait que la théorie peut prédire et orienter vers des choses qui ont abouti de façon assez intéressante. Bon, il faut dire qu'assez souvent, ces théories-là sont utilisées pour essayer de comprendre le comportement d'un catalyseur, plutôt que de faire de la prédiction, mais les deux existent. Alors, on ne peut pas faire autrement que de parler de ça, ce graphe en forme de volcan, alors que j'appellerai par la suite volcanoplot pour simplifier. Mais on sait depuis très très longtemps que peut-être contrairement à ce qu'on pourrait anticiper, la vitesse d'une réaction catalytique n'est pas juste simplement proportionnelle à la réactivité de la surface. Et en réalité, il y a cette forme-là, c'est-à-dire que pour un certain degré de réactivité, on a en effet, plus le système est réactif et plus la vitesse est grande, mais à partir d'un certain niveau, si la surface est trop réactive, eh bien ça retombe. Et donc il faut chercher les catalyseurs qui sont sur les sommets, et c'est un peu toute la démarche qu'utilisent les théoriciens. Et en effet, les calculs vont montrer, vous allez le voir, les calculs vont montrer que l'expérience, puisque quand je dessine cette courbe très à la main, c'est le résultat de l'expérience, et on va voir que les calculs rendent compte assez facilement, et je vais... Là aussi, je ne suis ni chimiste du solide ni théoricien, donc je vous parle de choses qui me semblent utiles, mais évidemment à un niveau qui est juste pratique, et pour essayer de comprendre un peu la philosophie des choses. Et donc, peut-être la chose la plus importante, c'est cette équation de Bronsted-Evans-Polanyi, où vous avez en gros cette relation simple entre l'énergie d'activation, qui évidemment est reliée à la cinétique de la réaction, et la thermodynamique de la réaction avec ce delta E. Vous voyez ? Donc ici, voilà, c'est un exemple. Alors,
là, vous allez voir plusieurs fois apparaître ce nom, Norskov, hein, qui est un théoricien européen qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui est sans doute un des pionniers et un des théoriciens les plus importants du domaine. Donc ici, vous avez le cas, par exemple, d'une réaction de déshydrogénation du méthane. Alors évidemment, vous voyez, c'est une réaction endothermique, endergonique. Donc vous avez un certain delta E, et ce que dit la théorie, c'est que plus ce delta E est grand, et plus l'énergie d'activation est grand. Donc c'est relativement simple. Hein, plus il faut aller vers un produit à haute énergie, et plus ça va être dur cinétiquement. C'est relativement trivial, mais néanmoins, ça marche, et c'est ce que vous pouvez voir, par exemple, dans cette réaction-là de déshydrogénation du méthane, où vous voyez en effet ici un graphe dans lequel vous portez l'énergie d'activation, donc à nouveau relié à la vitesse de la réaction, et le delta E est en fonction de différents métaux. En fonction de différents métaux, et comme vous voyez, eh bien, sur le rhodium, si vous faites cette réaction sur le rhodium, voilà, ce rhodium n'est pas très réactif, et donc, pardon, est très réactif au contraire, et donc vous avez une énergie d'activation faible. Et au contraire, ici, l'argent, vous avez une énergie d'activation très élevée parce que vous avez une surface qui n'est pas très réactive. Le delta E ici est très grand, c'est le plus grand de tous ces métaux. Et donc vous voyez cette linéarité qui est une linéarité expérimentale, et donc ça conforte cette équation. Ce que ici je voulais montrer en plus, c'est que en fonction du site sur lequel se fait la réaction, vous pouvez avoir des réactivités différentes. Évidemment, par exemple, si je prends le nickel 2,2,1,1, donc sur cette marche, vous avez une réactivité plus grande que sur du nickel 1,1,1 sur cette surface plane, cette terrasse. Et en effet, donc, en fonction des plans cristallographiques sur lesquels se fait la réaction, vous avez des réactivités différentes, et ceci s'explique en particulier pour des raisons électroniques. Ici, la coordination du nickel est différente de celle qu'il a dans cette configuration-là, et donc vous avez des réactivités. En particulier, vous avez un défaut de coordination ici qui fait que le système est plus réactif, et on retrouve ça dans ce lien entre énergie d'activation et delta E. Alors comment on arrive au volcano, plot? Bien, tout simplement parce que si on regarde, parce que là j'ai regardé qu'une seule réaction, mais si je regarde une réaction qui est A2, qui se décompose, enfin alors ça c'est pour indiquer la surface, une molécule A2 qui se fixe sur la surface et qui ensuite se décompose en deux atomes A, et ensuite chacun des atomes A réagit avec B pour donner le produit de la réaction. Donc c'est un système dans lequel vous avez un intermédiaire. Vous voyez, donc A2 donne des A étoiles, c'est ce schéma-là, hop. Donc le delta E, ça c'est le produit de départ, le A étoile est ici, donc ça c'est le delta E, et vous avez l'énergie d'activation ici. Et puis ensuite, vous avez la réaction où le A étoile deux fois réagit avec B. Bon, c'est un schéma cinétique que j'ai pris comme ça dans la littérature, mais on pourrait en prendre d'autres. Et donc, évidemment, vous voyez que pour ce qui concerne la première étape, c'est-à-dire la décomposition de A2 en A étoile, évidemment, plus le delta E va être négatif, donc ici on va tomber de plus en plus bas, et plus la vitesse va être très grande parce que l'énergie d'activation va être plus faible selon l'équation que j'ai donnée, d'où cette courbe. Hein, vous voyez, ici la vitesse est de plus en plus grande à mesure que le delta E est de plus en plus négatif. Et
Mais évidemment, la réaction n'est pas finie quand on est là, puisqu'il y a la deuxième étape. Et là, au contraire, plus on est bas, plus l'intermédiaire à étoile est stable, et donc plus c'est dur de remonter, et à nouveau, avec la même équation de Bronsted-Polanyi, les énergies d'activation ici, pour arriver au produit AB, sont d'autant plus grandes que le delta E est négatif, et c'est pour ça que la courbe est bien linéaire dans l'autre sens, mais est bien linéaire, mais sauf que la pente est dans l'autre sens. Et tout ça fait que l'ensemble de la réaction, bien c'est la somme de ces deux courbes, et le résultat, c'est ce volcanoplote. C'est assez puissant, je trouve, et en effet, le résultat, c'est plus la surface est réactive, plus le delta E est négatif, c'est-à-dire plus l'intermédiaire à étoile est formé et stable, donc cette surface est très douée pour casser la molécule A2 pour donner la à étoile. Donc la dissociation ici est de plus en plus efficace. Par contre, évidemment, on a des A étoiles qui sont très stables et le système est moins doué pour le faire réagir avec B. Le A étoile aime bien rester sur cette surface. Voilà. Et si vous voulez, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple le plus simple. J'ai parlé de la réduction de l'eau en hydrogène, j'ai parlé de l'activation de l'hydrogène, hein, on est dans les petites molécules, absolument, mais là, on a la réaction la plus simple, puisque c'est une réaction à 2 électrons, et on peut écrire un schéma cinétique dans lequel il n'y a qu'un seul atome, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est l'atome d'hydrogène sur la surface. Et là, c'est le cas idéal parce que ici, on n'a qu'un paramètre à considérer, qui est le delta E, mais que j'ai appelé ici delta G H étoile, qui est cette énergie de l'intermédiaire. Donc ici, vous voyez le mécanisme, c'est H plus un électron, point de départ, donne cet intermédiaire, et ensuite, cet intermédiaire réagit avec un second proton, un électron, pour donner H2. Donc, dans ce cas-là, vous avez à contrôler donc un seul opérateur, et vous pouvez vous trouver dans une situation où, en effet, le delta G peut être égal à 0. Donc la vitesse de réaction est uniquement déterminée par l'énergie d'absorption de l'intermédiaire de l'atome d'hydrogène, et on voit très bien que l'électrocatalyseur ou le catalyseur le plus efficace, c'est celui pour lequel delta G sera égal à 0, puisque dans ce cas-là, il n'y aura pas d'énergie, enfin il n'y aura pas d'énergie d'activation pour la première étape ni pour la seconde. Si on est au-dessus, vous voyez bien qu'il faudra monter là, et si on est en dessous, c'est dans la deuxième étape qu'il faudra monter. Donc c'est assez simple. Et en effet, théoriquement, avec ce descripteur-là, on doit avoir une courbe comme ça, un volcanoplote, ça c'est le volcanoplote théorique, avec ce maximum ici à un delta G 0. Donc là, vous voyez à nouveau, vous voyez des noms Norskov, alors pas Norskiv, ici c'est Norskov, toujours, c'est le même. Copper aussi, ce sont des grands noms de tout ce domaine-là. Et ça, c'est l'expérience, vous voyez, et c'est magnifique. Voilà, c'est l'expérience dans le cas de l'hydrogène avec différents métaux, et vous avez en effet un volcanoplote, donc vous pouvez prévoir qu'en effet, au sommet, vous allez avoir les meilleurs catalyseurs. Alors, ce que vous observez dans ce cas-là, d'une certaine façon, malheureusement, puisque, comme je l'ai dit par rapport à, enfin plusieurs fois tout au long de ces années, je l'ai répété déjà la dernière fois, en effet, la recherche aujourd'hui porte sur les métaux les moins nobles possibles. Et en effet, dans le cas de cette réaction, ce qu'on observe, c'est que, vous voyez, platine, palladium, rhodium, iridium, etc., qui sont au sommet, et ça, c'est connu depuis longtemps. Et comme vous le savez, tout ce qui est, notamment, je ne sais pas, pile à combustible, c'est du platine. Et vous voyez ici, je
je sais pas, un métal comme le molybdène, eh bien, il fixe les atomes d'hydrogène beaucoup trop fortement, donc la première étape est très efficace, mais la seconde l'est beaucoup moins. À l'inverse, l'or et l'argent ne sont pas très bons parce qu'ils sont surtout très mauvais à catalyser la réduction du proton et la fixation de l'atome d'hydrogène intermédiaire. Et puis, arrive, et je voudrais... donc voilà ce que ça donne. Donc ça, vous voyez, c'est un papier assez ancien, un Nature Chemistry 2009 de Norskov, où là, il y a plusieurs informations. C'est-à-dire que vous voyez en effet ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à nouveau ce diagramme où il y a le produit, le substrat, le produit et l'intermédiaire ici. Donc molybdène, nickel sont pas bons parce que ils aiment trop l'atome d'hydrogène. À l'inverse, l'or est pas bon parce qu'il l'aime pas assez. Et ce qu'on voit, c'est que évidemment le platine ici est très bon. Mais ce qu'a fait Norskov à ce moment-là, c'est deux choses. La première chose, enfin deux choses. La première, c'est qu'il a regardé un composé qui est le sulfure de molybdène, qui, bon, si je comprends bien l'histoire scientifique, qui à ce moment-là n'était pas particulièrement connu pour être un bon catalyseur pour la réduction des protons en hydrogène, mais qui ici, en regardant les atomes de bord du cristal, s'est aperçu qu'en effet, il n'était pas si mal. Et c'est ce qu'on voit ici. Et que donc, il fallait considérer ce MOS2 comme catalyseur potentiel. Et je crois que réellement, c'est à partir de là, donc à nouveau à partir de cette prédiction, que tout un tas d'études ont été faites que je vais vous résumer en une slide sur MOS2 comme catalyseur pour la réduction des protons. Et puis l'autre chose, c'est qu'avec des modèles de sites actifs d'enzymes, hydrogénase dans ce cas-là et nitrogénase, qui sont connus pour... évidemment, l'hydrogénase, c'est son métier. Elle est dans les micro-organismes vivants pour faire de la réduction de protons ou de l'oxydation de l'hydrogène. Et là, ces calculs montraient parfaitement bien que l'hydrogène se plaçait au niveau du platine, et que l'hydrogénase, pardon, se peut le placer au niveau du platine, et on avait à nouveau une confirmation par la théorie. Donc c'est assez puissant pour montrer que, en effet, la nature avait construit un site actif qui était particulièrement doué pour ça. Et la nitrogénase, c'est aussi le cas. Alors son boulot, c'est pas de faire de la réduction des protons, mais c'est de la réduction de l'azote en ammoniac, mais on sait que ce système est aussi capable de faire de la réduction des protons. Donc beaucoup d'informations dans tout ça, qui a comme conclusion, d'une part, évidemment, toujours la même question, il n'y avait pas besoin de ça pour savoir qu'il fallait faire des catalyseurs bio-inspirés, mais disons que cette information-là montre bien que dans la mesure où les systèmes modèles utilisés par les théoriciens ici étaient assez simples, on peut en effet imaginer qu'avec des catalyseurs bio-inspirés, on pourrait se trouver dans cette zone-là, qui est la bonne zone pour un très bon catalyseur. Donc, la deuxième chose, donc, j'ai dit, c'est MOS2. Et en 2017, dans cet article dans Science, Norskov a raconté cette histoire. C'est assez passionnant, où, vous voyez, on retrouve finalement le volcanoplot des années, de la fin des années 2000, et on s'aperçoit qu'avec des efforts considérables sur bon, d'abord avec cette idée que les sites les plus actifs étaient les sites de bord des cristaux, et donc qui donnait une orientation pour l'élaboration du matériau. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais il y a eu tout un tas
matériaux divers à base de MOS2, avec des morphologies différentes, avec des structures différentes. Et comme vous le voyez, ici c'est à partir de 2006, mais donc si vous regardez les surtensions en fonction de l'année, vous voyez les triangles bleus, eh bien ce sont les matériaux qui, au cours de l'histoire, et c'est uniquement du MOS2, ont été élaborés, conduisant à des surtensions de plus en plus faibles pour la réduction du proton en hydrogène. Voilà. Donc à nouveau, je crois que c'est un assez bel exemple de, finalement, avec une théorie relativement simple, de prédire la réactivité de certains matériaux et ensuite de fournir aux expérimentateurs une direction pour avancer vers des catalyseurs de plus en plus efficaces, c'est-à-dire avec des courants de plus en plus élevés et des surtensions de plus en plus faibles. Ici, ce paramètre, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un paramètre extrêmement important. Voilà. Alors là, je vais finir sur un système beaucoup plus complexe. Et il suffit qu'il y ait deux intermédiaires pour que ça devienne totalement impossible, pratiquement, d'avoir une surtension nulle, comme dans le cas de l'hydrogène. Donc, je prends le cas donc, de la réduction du CO2 en CO, par exemple. Donc, les mécanismes qui sont généralement admis, c'est une première étape dans laquelle on forme un intermédiaire COH étoile, toujours l'étoile étant la surface, et ensuite une deuxième étape, mais qui ne conduit pas au produit final, mais qui conduit à une molécule de CO accrochée à la surface, et ensuite la libération de ce CO. Et donc vous avez à nouveau un type de diagramme comme ça, avec ici deux descripteurs maintenant, et pas un, le delta E pour COH et le delta E pour CO. Et à partir de là, la probabilité pour que les deux se trouvent au même niveau que le produit et le substrat est pratiquement nulle. Et donc, dès lors que vous avez plus de deux intermédiaires dans une réaction, eh bien c'est ce qui se passe. C'est pour ça que, par exemple, dans la décomposition de l'eau ou dans une pile à combustible, vous pouvez espérer avoir sur la partie hydrogène un catalyseur avec une surtension nulle, mais du côté de l'oxygène, où vous avez 4 électrons et beaucoup d'intermédiaires, c'est impossible, et c'est là qu'il y a les surtensions les plus élevées. Voilà, et donc à ce moment-là, vous voyez bien que votre volcanoplot, il ne peut pas être l'énergie d'activation, enfin, il ne peut pas être la vitesse en fonction d'un descripteur, parce que vous en avez deux. Et donc, ce que proposent les théoriciens, ce sont des volcanoplots à 3 dimensions, où vous avez ici un descripteur, l'autre, vous voyez, ECOH, l'autre descripteur, et vous avez en couleur, c'est la 3e dimension, c'est l'activité. Alors, donc ici, vous voyez le résultat. Donc, je commence par les métaux. Pour cette réaction, ce qui est connu, c'est que des métaux comme l'or et l'argent sont plutôt bons, mais avec des surtensions significatives, au-dessus de plusieurs centaines de millivolts. Et à l'inverse, platine et rhodium sont des très très mauvais catalyseurs pour cela. Et vous le voyez dans ce diagramme-là, à nouveau, le platine et le rhodium sont trop bons à fixer les intermédiaires. Et pour ce qui concerne l'or, pas très très bon à fixer le premier intermédiaire, mais plutôt bon à fixer le second. Bon, ici vous avez deux types de diagrammes parce que vous pouvez abaisser cette énergie en appliquant un potentiel, c'est ce qui est fait ici, mais je n'ai pas besoin de rentrer dans ce détail-là. Mais vous observez deux choses. D'abord que vous avez cette linéarité, et en fait,
C'est ça qui crée une difficulté dans ces systèmes à deux intermédiaires, c'est plus vous êtes bon pour un intermédiaire, plus vous êtes bon pour le second. Donc ça marche ensemble. C'est très difficile c'est presque impossible d'avoir un métal sur lequel vous pourriez faciliter la fixation d'un intermédiaire sans toucher à la fixation du second. Donc ça marche ensemble et c'est ce qui explique cette linéarité. Par ailleurs, vous observez que ces métaux, en effet, ne sont pas sur le sommet du volcan. Et ça, à nouveau, c'est parce qu'on a des surtensions élevées. Et alors, dans ce cas-là, évidemment, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, il y a une enzyme qui est la CO-déshydrogénase, qui a un système intéressant et complexe. Vous voyez, avec ce cluster avec 3 atomes de fer, un atome de nickel et puis un atome de fer additionnel ici. Et ça, c'est ce que la nature a choisi pour faire cette réaction de réduction du CO2 en CO, ou d'oxydation du CO en CO2. Et de façon absolument merveilleuse, ce système, à nouveau, c'est ce qui nous invite chaque fois à aller regarder ce que font les systèmes vivants, et c'est ce que je fais en permanence, ce système fonctionne pratiquement sans surtension. Il y a eu quelques... Enfin, alors, ce sont des enzymes qui sont assez difficiles à manipuler, qui sont fragiles, notamment à l'air, mais néanmoins il y a des gens qui ont déposé ces enzymes sur des électrodes et qui ont pu voir qu'en effet elles se comportaient réversiblement sur une électrode. Et quand Norskopf et compagnie font des calculs, oui, c'est ça, hein. Vous voyez, il y a quelques années. Quand ils font des calculs, notamment sur donc des CODH de différents organismes, en étant assez précis sur l'environnement du métal, ici vous voyez le modèle qu'a utilisé Norskopf. Donc vous avez les atomes de fer en rose, vous avez l'atome de nickel. Vous voyez que l'atome de nickel a une cystéine, c'est celle qui est ici, et l'atome de fer a une cystéine et une histidine. Mais Norskopf a aussi rajouté quelques éléments, donc c'est quand même un système assez complexe pour la théorie, me semble-t-il, a rajouté 2 acides aminés de l'environnement qui étaient connus pour jouer un rôle dans la catalyse, une histidine. Où est-elle? L'histidine 93, est-ce qu'on la voit ici? Non, elle était... Bon, enfin, en tout cas, une histidine qui est à côté et une lysine que vous voyez ici, qui joue un rôle, tous ces systèmes-là jouent un rôle dans les transferts de protons qui sont associés à cette réaction. Et quand vous regardez le système intermédiaire où le CO2 est accroché, COH étoile, au fond, qui sur une surface solide peut être représenté de cette façon-là. Ici, c'est un CO2H qui est entre le nickel et le fer, avec l'atome de carbone fixé au nickel et un atome d'oxygène fixé au fer et un OH ici, et c'est ce qui est représenté également ici. Et ça, c'est validé parce que des cristallographes de protéines ont réussi à obtenir des informations structurales sur cet intermédiaire-là. Et là, en faisant ces calculs, eh bien, les 2 CODH qu'ils ont étudiés tombent parfaitement dans le sommet du volcan. Donc, à nouveau, ce sont ces enzymes-là qui sont les meilleurs catalyseurs sur la planète pour faire de la réduction du CO2 en CO. Et la théorie, à nouveau, l'explique bien. Et ce que fait ce système-là, c'est finalement, alors que j'avais dit que c'était impossible, c'est finalement de pouvoir stabiliser l'intermédiaire COH sans stabiliser au même niveau l'intermédiaire CO étoile. C'est ça la clé. Alors, évidemment,
Et donc le mécanisme qui est proposé, vous voyez, fait intervenir non seulement deux atomes, deux sites métalliques, un atome de nickel qui va être l'atome redox, qui va apporter les électrons, et un atome de fer qui ne change pas d'état redox, mais qui va polariser la liaison carbone-oxygène, plus des acides aminés qui vont favoriser la stabilisation du CO ici, favoriser la coupure hétérolytique de la liaison carbone-oxygène pour libérer le CO. Et donc, tout ça, à nouveau, nous invite, et c'est pour ça que depuis tant d'années, je suis fasciné par ces sites enzymatiques et la capacité peut-être que peuvent avoir les chimistes à modéliser ces sites et à atteindre des catalyseurs plus simples, plus stables, mais avec des performances comparables. Donc c'est le domaine de la catalyse bio-inspirée. Et puis il y a autre chose, on voit ici que très clairement, la nature a choisi un site bimétallique. Quand on a tous les catalyseurs solides dont je vous ai parlé, ce sont des catalyseurs métalliques, il y a un seul métal. Et donc, évidemment, ça nous invite aussi à réfléchir à de la catalyse bimétallique. Ce sont des réflexions qu'on mène aussi au laboratoire. Cette catalyse bimétallique, elle peut être homogène ou hétérogène. Voilà. Alors, j'ai été beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, je voudrais maintenant passer à cette question. Il s'avère que la littérature est remplie d'erreurs, en particulier dans ce domaine. Avec Vincent Artero, alors je vous invite à lire cette revue qui nous a demandé énormément de travail, qui nous a coûté quelques inimitiés, puisque nous avons fait part dans ce travail-là d'erreurs de la littérature. Donc la question qui se pose, c'est lorsque vous parlez d'un catalyseur moléculaire, est-ce que vous êtes sûr que c'est votre catalyseur moléculaire qui est l'espèce active dans la réaction que vous étudiez? Et donc, c'est de cette histoire-là que je vais évoquer maintenant. Et en gros, voilà, on peut se trouver dans des conditions, alors que j'appelle extrêmes, qui sont des conditions de très haut potentiel, très oxydantes ou très réductrices, ou avec des pH extrêmes, en présence de pression lumineuse, de rayonnement, dans des situations dans lesquelles vous partez d'un complexe organométallique, dont vous êtes très content, vous avez mis des années à le synthétiser. Il est homogène, il est soluble, il est moléculaire, et en fait, il peut se trouver donc des conditions dans lesquelles vous les étudiez qui le transforment en un matériau solide, hétérogène, insoluble, et qui est en fait le vrai catalyseur. Et donc ça peut être toutes sortes en fonction des conditions, ça peut être toutes sortes de transformations qui conduisent soit à l'état métallique, soit à l'état d'oxyde métallique, soit à l'état de nanoparticules. Quand c'est du solide, c'est finalement assez facile à étudier, entre guillemets. Par contre, ça peut être des colloïdes, des agrégats, des nanoclusters qui sont eux-mêmes solubles, mais qui ne sont pas non plus les molécules de départ. Là, c'est un peu plus difficile. Et c'est vraiment très, très important de se poser cette question-là, parce que, et de toute façon, presque en permanence, lorsqu'on s'intéresse à des catalyseurs moléculaires qui sont des catalyseurs pour l'activation des petites molécules, parce que comme ces petites molécules dont je parle depuis le début sont extrêmement stables, vous êtes souvent amené à taper dans des conditions qui sont assez extrêmes, et donc vous devez faire extrêmement attention à cette possible transformation. Donc il faut savoir quelle est l'espèce catalytique. Dans le
ce n'est pas facile. Les interprétations sont souvent très très difficiles et sont tellement difficiles qu'il y a de nombreux travaux, je l'ai dit, qui ont attribué des activités à des catalyseurs moléculaires alors que, en réalité, il s'agissait de produits de précipitation, de produits solides qui découlaient de ces transformations-là. Et en même temps, c'est intéressant parce que, au fond, vous pouvez, même en partant de ce complexe organométallique, obtenir des solides qui sont intéressants en eux-mêmes. Ce n'est pas simplement un produit de dégradation. Puisqu'ils sont actifs, ça peut être intéressant à les étudier et ça peut être une porte vers de nouveaux catalyseurs. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête pour disons, ne pas passer à côté. Le problème, c'est que il y a beaucoup de chimistes moléculaires qui aiment tellement leurs molécules que, évidemment, ne font pas toujours très attention à ces décompositions possibles. Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est pas facile. Et puis, là aussi, c'est une question de culture. Si vous êtes un chimiste moléculaire que vous voyez quelque chose qui devient solide, en général, vous mettez à la poubelle et vous faites autre chose. Et comme je l'ai dit, c'est un peu dommage parce que parfois on peut obtenir des catalyseurs intéressants qui viennent de cette transformation. Voilà, donc en effet, bon, voilà. En général, vous partez d'un complexe organométallique et en milieu réducteur, il y a de bonnes chances que vous puissiez faire des particules métalliques. C'est le cas avec de l'argent, du platine, du cuivre, du cobalt. Et en effet, à nouveau, je prends ces exemples-là, mais vous êtes, pour faire de la réduction de protons ou de la réduction de CO2, vous êtes amené à vous mettre dans des conditions réductrices assez fortes, à des très bas potentiels. Et donc, si votre complexe n'est pas stable, dans ces conditions, vous pouvez obtenir des particules métalliques. De la même façon, lorsque vous faites de l'oxydation de l'eau, vous vous mettez à des potentiels très élevés et vous pouvez obtenir des oxydes métalliques. C'est typiquement ce qu'on observe avec du ruthénium, de l'iridium, du cobalt, comme je vous le montrerai avec quelques exemples. Voilà. Alors, cette question, je vais revenir à un travail pionnier de Dick Richard Finke aux États-Unis, qui a été un pionnier dans ce questionnement et qui a proposé, en particulier dans cet article, qui est un très, très gros article, toute une méthodologie pour aborder cette question et pour essayer de conclure si le catalyseur moléculaire est homogène ou hétérogène. Alors, j'ai choisi quelques aspects de cette méthodologie, mais c'est assez laborieux. Mais vous voyez, la première chose, c'est que vous devez regarder en détail les cinétiques des réactions, et si vous avez une période d'induction, vous pouvez vous poser la question. Et à partir de là, la période d'induction peut être une période pendant laquelle, justement, il y a cette transformation du pré-catalyseur en un véritable catalyseur, et vous devez regarder comment cette période d'induction varie. Par exemple, si vous pré-traitez le catalyseur dans les conditions avant et puis vous le remettez en activité. Vous regardez si cette période d'induction disparaît ou diminue si, au lieu de mettre le complexe, vous mettez du métal ou un oxyde métallique correspondant, ou vous observez un dépôt et dans ce cas-là, vous testez le dépôt et vous voyez que la période d'induction a diminué. Vous avez un certain nombre de tests. Un test très classique, c'est le mercure. Parce que vous pouvez en effet, avec des particules métalliques, faire des amalgames qui inhibent la réaction. Vous pouvez étudier des inhibiteurs spécifiques si vous en avez. Le troisième chose, c'est que, évidemment, si vous observez un solide, c'est de le récupérer et de faire des tests avec ce solide, si cette activité est comparable. Et puis, je reviendrai sur ce qu'on appelle le Rins test. Et puis enfin, vous pouvez continuer à partir des solides que vous avez obtenus à caractériser le solide
par différentes spectroscopies, microscopies et par diffusion dynamique de la lumière si vous avez des LS, des colloïdes ou des choses comme ça. Donc il y a toute une batterie de choses que Finke a proposées et en fait ça vient peut-être le travail pionnier de Finke, c'est cet article en 2003 dans le JACS où il a repris tout un travail d'hydrogénation de benzène avec des composés organométalliques à base de ruthénium. Donc c'est de l'hydrogénation. Et en effet, alors que toute la littérature précédente attribuait à ce complexe organométallique la réactivité du système, la catalyse, comme vous allez le voir, ce n'est pas vrai. Et donc, si on regarde la cinétique, donc on voit cette période d'induction ici, avant que ça démarre. Vous voyez, en fonction du temps, vous avez la consommation de benzène. Ici, c'est simplement fité avec un mécanisme de croissance d'un catalyseur B à partir de A. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, il a montré que cette période d'induction diminuait si on faisait une préhydrogénation du kata, que le ruthénium à l'état 0, le métal était actif et il n'y avait plus d'induction. Et en plus, on observe un changement de couleur et un dépôt. Et ici, voilà, toujours dans le même article, c'est pour vous montrer un peu les choses qu'on peut faire et qui sont assez évidentes. Première étape, on fait la réaction, on voit la période d'induction, on récupère un dépôt ici, et on le teste. Et vous voyez, il n'y a plus de période d'induction. Ça marche sans période d'induction. Et il prend le filtrat, parce qu'il reste encore du complexe, tout n'a pas été transformé, et il retrouve la même courbe avec la même période d'induction. Voilà le type de choses. Et puis ensuite, à travers des études de spectroscopie, de microscopie, il démontre qu'il y a bien du ruthénium métallique, du ruthénium 0, ici avec des pics caractéristiques. Il fait le test avec le mercure et il voit qu'au bout d'un certain temps, il rajoute le mercure, ça s'arrête. Voilà. Donc, à partir de là, donc, Finke a soulevé cette problématique en disant faites attention et regardez s'il n'y a pas de décomposition du catalyseur moléculaire en catalyseur solide. Alors, comme vous allez le voir, il y a différents cas. Il y a le cas où, en décomposant ce précatalyseur, on aboutit à des choses qui sont connues depuis la nuit des temps, et donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et puis il y a des cas, au contraire, où on aboutit à quelque chose de nouveau et qui mérite d'être étudié, et je vais vous montrer quelques exemples. Et justement, il faut bien avoir en tête ces deux choses-là, parce que on peut voir dans la littérature que, bon, d'abord, effectivement, des erreurs d'interprétation, et puis des conclusions du genre, c'est pas la peine de faire des complexes moléculaires, en effet, si c'est pas la peine de faire un composé organométallique du ruthénium si c'est pour avoir du ruthénium 0 à la fin, qui fait le boulot. Mais c'est pas si simple que ça, vous allez le voir. En effet, si vous ne faites pas ce travail, vous pouvez passer du temps à étudier le mécanisme moléculaire du complexe organométallique de ruthénium, alors que ce n'est pas lui qui fait le boulot. Et on voit ça dans la littérature, hein. On voit des gens qui ont étudié des mécanismes, alors que ce n'était pas le complexe qui faisait la catalyse. Et à nouveau, j'insiste, c'est une opportunité, dans certains cas, de découvrir de nouveaux catalyseurs solides, à partir de moléculaires. Alors, il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est quand vous êtes dans des conditions d'électrocatalyse, parce que là, contrairement à tout à l'heure avec l'hydrogénation du benzène à partir du composé organométallique, vous avez un élément solide. C'est une électrode. Et donc cet élément solide peut favoriser, en effet, la formation de solides à la surface de cette électrode. Donc,
je vais parler de certains de ces systèmes électrochimiques, à nouveau, où on part de complexes moléculaires et on obtient des espèces solides. Et à nouveau, je vais rester dans ce type de réaction, réduction des protons, réduction de l'oxygène, réduction du CO2. Et avant, je voudrais dire un mot sur ce qu'on appelle le Rhines test, qui est assez classique chez les électrochimistes et qui est souvent nécessaire, et vous montrer ensuite que même avec un Rhines test, on peut faire des erreurs et publier des choses qui sont fausses. Je vous en parle juste un peu après ça. Alors, ici, voilà un exemple. Vous voyez, c'est pas très vieux. Voilà un complexe de nickel. Donc, bis benzène dithiolate, voilà. Et qui était étudié pour la réduction des protons. Ici, vous voyez en bleu, c'est le voltammogramme du complexe. En vert, c'est le voltammogramme de la solution qui contient une source d'acide. Bon, ça, c'est un acide organique, mais ça ne fait rien, c'est un acide, tout seul. Et donc, vous voyez ici la formation d'hydrogène sur l'électrode. Et puis, quand on met les deux, on observe cette vague qui a été interprétée initialement comme une vague électrocatalytique, en effet, due au complexe. Bon. Alors, dans l'étape suivante, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, ce complexe adsorbe sur l'électrode de carbone, se décompose, et en fait, on forme des sulfures de nickel. Et ceci se voit par de deux façons. Vous voyez, en noir, ici, vous avez l'information électrochimique du nickel en présence de l'acide. Ensuite, vous prenez l'électrode, voyez, et vous la rincez, c'est-à-dire que vous enlevez ce qui peut être accroché de type du complexe organométallique, mais en essayant de garder éventuellement un dépôt métallique qui est resté. Et en effet, c'est ce qui se passe, puisque ensuite, sans rajouter de catalyseur, en remettant juste l'électrode en présence de l'acide, vous retrouvez le même voltammogramme. Donc ça, c'est la démonstration que vous avez quelque chose d'accroché qui n'est pas le complexe sur l'électrode et qui est actif. Donc, ce n'est pas lui le catalyseur, c'est un pré-catalyseur. Alors après, de savoir si c'est intéressant de travailler sur ce sulfure de nickel qui vient derrière, ça n'a pas été fait. Et ce dépôt peut être là aussi caractérisé par tout un tas de spectroscopies et de microscopies. C'est ce qui a été fait ici, où voilà, les informations, vous voyez, ces pics-là, sont caractéristiques de ce sulfure de nickel. Alors, je vais raconter cette histoire maintenant à propos de ces complexes de cobalt. Ces complexes de cobalt sont parmi les meilleurs qui existent comme catalyseurs pour la réduction des protons aujourd'hui. Alors je le dis d'autant plus volontiers qu'avec Vincent Artero, on a été des acteurs importants de ce domaine, en milieu organique, et il a été montré que ces complexes-là étaient stables, relativement stables, avec plusieurs centaines de cycles catalytiques en conditions faiblement acides, et en milieu organique, donc. C'est un point important. Il y a quelques années, un groupe français d'ailleurs a montré des résultats très intéressants et assez intrigants avec ce complexe de cobalt, un tris glyoxymato de cobalt, donc ce qu'on appelle un clatrochelate, et ce qui était intriguant, c'est le fait que toutes les coordinations de ce cobalt sont occupées, et on ne voit pas très bien comment les substrats, les protons peuvent interagir avec le cobalt. Néanmoins, ce qu'ils observaient, mais notez que c'est un milieu beaucoup plus acide que ce qui était utilisé auparavant, ils ont montré une vague ici, qu'ils ont interprétée comme une vague
électrocatalytique de réduction des protons. Et puis, en 2012, Jean-Michel Savéan, un autre électrochimiste français, qui n'était pas très convaincu par ce résultat, a repris le travail. Et je vais vous montrer ici un peu en détail comment ça procède. Et en fait, il a simplement démontré que tout ça était faux et qu'en réalité, parce qu'on était dans un milieu beaucoup plus acide que d'habitude, il y avait une décomposition de ce complexe. Mais pas simplement une décomposition, c'est que ces différentes vagues correspondaient à de vraies réactions électrochimiques. Et en particulier, vous voyez, vous commencez par ici, et ce qu'on observe ici, vous voyez, c'est qu'en absence d'acide, c'est en vert, vous avez la même vague. Donc il n'y a pas besoin de catalyseur pour avoir cette vague-là. Et en fait, ce qu'il a démontré, c'est que en présence d'acide, vous avez une hydrogénation des liaisons, des doubles liaisons carbone-azote. Et ensuite, donc ça, cette vague-là, qui était interprétée comme une vague électrocatalytique, n'en est pas une. C'est une vague, d'ailleurs, qui sature à 6 électrons et qui correspond à l'hydrogénation des liaisons CN. Et puis il y a une deuxième vague ici, et elle-même aurait pu être interprétée comme une vague électrocatalytique, elle ne l'est pas, et en fait c'est l'hydrogénolyse des liaisons azote-oxygène, et donc ça compte pour 12 électrons, et ça sature au bout de 12 électrons. Et donc voilà, tout ce travail-là conduit à la conclusion que ces vagues ne sont pas des vagues de réduction des protons en hydrogène, mais sont des vagues de réduction du ligand massivement. Et ensuite, lorsque le ligand est réduit, eh bien, on forme des composés solides, des nanoparticules de cobalt. Et dans ce travail-là, pour le coup, ces nanoparticules ont été étudiées. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un matériau qui est assez performant. Vous voyez, en rouge, vous avez le voltammogramme obtenu pour les particules de cobalt qui sont obtenues. Et donc, vous voyez que par rapport à l'électrode toute nue, vous avez un gain de surtension qui est assez considérable. Voilà, donc la question, c'est, ce qui s'est posé à ce moment-là, c'était est-ce que le ligand joue un rôle ? Est-ce que si on était parti simplement d'un sel de cobalt, est-ce qu'on aurait eu le même résultat ? Eh bien, on va voir que dans certains cas, ceci a été étudié. Et en tout cas, de façon très brève, dans cet article, Savéan indique que s'il part de sel de cobalt simple, sans la glyoxyme, il n'a pas les mêmes résultats. Je reviendrai là-dessus. Et donc ça, c'est une question extrêmement importante. Je donnerai quelques exemples. Il faut aussi se poser la question du rôle du ligand. Donc il faut aussi comparer à des sels métalliques, parce que, comme vous allez le voir, je vais montrer des exemples où le ligand a un effet sur la nature et sur l'activité du produit solide. Et donc ça, c'est évidemment, tout d'un coup, ça retourne le problème, et tout d'un coup, les chimistes moléculaires sont un peu rassurés, parce que même si leur truc se décompose, au fond, ce n'est pas la même chose de partir d'un sel métallique et de partir d'un complexe organométallique. Le ligand peut jouer un rôle sur la nanostructuration du dépôt, sur la morphologie de la surface du matériau. La composition peut être différente parce que vous pouvez avoir des résidus carbonés, azotés, oxygénés dans le matériau. Et pour le coup, ça peut jouer sur l'activité. Vous allez voir des exemples. Et donc, ce n'est pas la même chose. Et il peut y avoir un intérêt majeur de regarder
des composés organométalliques comme précurseurs de composés de catalyseurs solides plutôt que de simples sels métalliques. Ça, c'est vraiment très très important parce que c'est un constat relativement récent. Je reviens à ces complexes de cobalt. Ça, c'est un. Donc, à nouveau, c'est un des très très bons catalyseurs pour la réduction des protons en milieu organique. Et c'est un travail qu'on avait fait avec Vincent à la fin des années 2000. Et puis, on s'est posé la question de travailler en milieu aqueux, parce qu'à nouveau, dans l'objectif de vraiment rentrer ces catalyseurs dans des dispositifs réels, hein, des piles, des électrolyseurs, etc. Et donc là, eh bien, ce qu'on voit, c'est en effet que, à nouveau, ce complexe, lorsqu'il est dans ce milieu-là, alors voilà, là pour le coup, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure, on était dans un milieu acide perchlorique, très acide, ici on n'est pas dans un milieu très acide, mais on est dans l'eau, qui est un solvant un peu particulier. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit en effet que on a une vague électrocatalytique avec des courants et des tensions qui sont intéressantes. Mais si on reprend cette électrode sur laquelle s'est déposé quelque chose et qu'on remet ça en solution sans complexe, eh bien, on trouve une activité tout à fait intéressante. Donc, il s'est déposé quelque chose. Ça se voit, si vous voulez, lorsque vous faites une électrolyse et que vous faites de la microscopie. Et donc, on a des films amorphes, mais stables, qui ont de l'activité. Et ce qui est intéressant, c'est que on a, disons, avec un matériau relativement simple, des propriétés intéressantes, pas exceptionnelles, mais intéressantes. Et donc, on a appelé ce matériau H2CO4, et on a essayé de l'étudier un peu plus en détail. Et donc, en effet, par différents types de spectroscopie, par EXAFS, par XPS, etc., etc., on a pu identifier qu'il s'agissait de cobalt métallique qui était recouvert d'une couche d'hydroxyde et d'oxyde de cobalt qui contenait également du phosphate, puisqu'on était dans un tampon phosphate. Mais la chose intéressante ici, c'est que, vous voyez ici, ça c'est l'activité du H2CO4 lorsqu'on démarre avec le complexe organométallique, et ça c'est l'activité du cobalt métallique. Donc c'est très différent. Donc ce n'est pas simplement du cobalt métallique. Donc là aussi, le ligand a pu jouer un rôle dans l'organisation du matériau. Et ça, c'est une information qui est extrêmement importante. Je vais finir pour aujourd'hui avec cette histoire. Je reviens sur le fameux Rinse test. En 2012, Jonas Peters, qui est un très bon chimiste organométallique à MIT, je crois, ou Stanford, je ne sais plus. C'est quoi? Caltech. Bon. En 2012, s'est attaqué à... Enfin, c'est pour vous dire que même à Caltech, on peut se tromper. Donc, on était en compétition sur ces complexes depuis le début. Hein. Donc, pour essayer d'établir une étude de la corrélation entre structure et activité de ces complexes, donc il avait synthétisé toute une série de complexes. Je ne rentre pas dans le détail de l'étude. Et celui-ci était le plus efficace. C'était, vous voyez, c'est une diimine dioxyme qui est en fait un dérivé du catalyseur qu'on avait produit dans le PNAS en 2009. C'est une autre version. Et il dit très clairement la possibilité d'un dépôt réductif d'une espèce solide sur la surface peut être exclue
puisqu'il y a une inactivité de l'électrode après avoir été rincé après 2 heures d'électrolyse. Et voilà la figure qui montre ce test, où vous avez, pendant l'électrolyse, donc la charge correspondant à la réduction des protons en hydrogène, et après rinçage, vous voyez, après rinçage avec de l'eau, l'électrolyse recommence avec l'électrode, et comme il ne voit pas la même activité, il en conclut cela. Voilà, alors, il s'avère que Vincent Artero a repris ce travail, parce qu'il connaissait bien ces complexes, et ça a été publié en 2016 dans ACS Catalysis. Donc, nos résultats questionnent la valeur de ces mesures de test, de Rins test, routinely provided at the only control experiment, pour exclure l'activité par des entités insolubles, par décomposition des catalyseurs moléculaires. Bon, et en fait, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, la vague que Peters attribuait comme une vague électrocatalytique n'en est pas une. Artero démontre qu'il se forme à ce moment-là, c'est du courant qui correspond à la réduction du complexe et la transformation en une espèce active. La microscopie montre qu'en effet, il y a des dépôts de nanoparticules métalliques parfaitement caractérisés, XPS. Et c'est assez marrant de constater qu'en effet, c'est exactement le même matériau, ce qui n'est pas très étonnant parce que le produit de départ n'est pas éloigné de celui que je vous ai montré, qui a été publié dans Nature Materials, qu'on avait fait avec Vincent, qui est H2CO4. Et c'est pour ça d'ailleurs que Vincent, moi je n'ai pas été associé à ce travail, mais c'est pour ça que Vincent a fait ça, parce qu'avec toute notre expérience publiée dans Nature Materials en 2012, on se doutait qu'il y avait quand même des choses comme ça qui se passaient, contrairement à ce que disait Peters. Et en fait, voilà, l'électrode modifiée sans catalyseur est active, mais là il n'a pas rincé, il a simplement séché. Et voilà, ce qui montre que le rinçage, c'est tout bête, hein, mais le rinçage peut enlever les particules. Et c'est probablement ce qui s'est passé avec Peters. Le rinçage de son électrode a enlevé tout, pas uniquement le complexe moléculaire, mais aussi les particules solides. Donc vous voyez, c'est d'une très grande complexité. Voilà. Et ça se voit, puisque ici, Artero, toujours dans le même article, a fait du rinçage dans les mêmes conditions que Peters. Voilà les particules avant le rinçage. Après, il n'y a plus rien, et ça se voit en EDX. Vous voyez ici, avant le rinçage, vous avez des signatures du cobalt, et après le rinçage, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez que même avec toute la batterie de tests, cette question de la transformation, de la nature homogène ou hétérogène de la catalyse lorsque vous partez de complexes moléculaires, c'est une question extrêmement difficile. Et à nouveau, évidemment, j'invite donc tous les chimistes moléculaires à faire attention à tout ça. Et en même temps, mais je vais m'arrêter là maintenant, en même temps, parce que j'ai évoqué à plusieurs reprises que le ligand pouvait jouer un rôle, je le montrerai la prochaine fois. Alors, il faut être extrêmement précautionné pour bien identifier la nature de l'espèce active, moléculaire ou solide. Mais même si c'est un solide, l'importance du ligand peut faire qu'on aboutit à des matériaux qui sont originaux, parce que issus d'une espèce originale moléculaire qui contient un ligand qui se retrouve en partie ou en morceaux dans le catalyseur final solide, ou même si elle est
absente, cette espèce organique, elle peut avoir joué un rôle dans la formation du solide, dans la nanostructuration, dans la morphologie du solide et donc dans l'activité. Et je vous montrerai ça donc la prochaine fois. Voilà, et je termine là-dessus. Et si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Merci.